Peut-être qu'on peut commencer avec un premier échange avec le public. Donc finalement là, vous avez vu qu'on a couvert finalement la problématique des acteurs et on est un peu entré dans la problématique du pouvoir dissuasif des juridictions pénales internationales. Donc peut-être qu'on peut prendre des questions sur ces deux thèmes-là, Margot et Salomé. Vous pouvez peut-être passer avec les micros, si des questions surgissent dans le public. Il y a un réel problème. Pourquoi ne manifestons-nous pas dans la rue par rapport à la Syrie? Eh bien, j'aimerais partiellement répondre en disant que les citoyens ne comprennent rien à ce qui se passe à la Syrie. Moi-même, je fais du droit, je ne comprends rien à ce qui se passe en Syrie. Et le problème est tellement complexe que finalement, la plupart des citoyens pensent qu'on bombarde la Syrie à cause de Daesh, pour combattre Daesh, et seulement pour Daesh. Et pourquoi il n'y a pas de manifestation? Parce que la connaissance n'est pas à la portée des citoyens. La plupart des citoyens ne savent pas qu'il y a eu un génocide au Balkan. La plupart des citoyens ne connaissent pas le génocide au Rwanda. Quand je parle aux personnes de mon âge qui ne font pas du droit, ils ne savent pas que tout cela a existé. Ils pensent que depuis la Seconde Guerre mondiale, nous vivons dans une société pacifiée, ou presque. Et que la chose la plus grave qui se passe en ce moment sur Terre, c'est que Donald Trump ait été élu aux États-Unis. Donc, tout ce que je peux dire, c'est révoltant. Et en effet, vous nous le faites remarquer, il n'y a pas une seule manifestation dans la rue pour la Syrie. Ce serait quelque chose à envisager. Mais avant tout, déjà, on parle beaucoup d'éduquer les citoyens au sein des zones de conflit, mais à l'extérieur aussi, il y a une défaillance fondamentale dans l'éducation et dans la connaissance que nous donnons aux citoyens. Je vous remercie. En fait, je suis libanaise et au Liban, toujours, on manifeste pour les Syriens et pour Alep. Et pourquoi? C'est parce que nous sommes dans le même bain. C'est pour cela. Et aussi, pourquoi les gens partout au monde ils ne manifestent pas? Parce qu'ils sont très loin de tous, ils sont très loin, surtout ici en Europe. Ils ne se sentent pas qu'est-ce qu'il existe dans les pays où il y a la guerre. Alors là, il faut concentrer sur l'éducation, sur la sensibilisation internationale pour vraiment concentrer sur ce qu'on appelle l'humanité internationale et non pas nationale. Merci. Le problème syrien est une des manifestations de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Attention, c'est ça, tout est parti. Tout est parti de la Tunisie, ensuite la Libye, l'Égypte, et les Syriens ont voulu faire la même chose. Les Syriens ont voulu faire la même chose. Malheureusement, depuis la guerre de l'Irak, nous n'avons plus affaire au même Moyen-Orient. Le Moyen-Orient a été fracturé et entre les intérêts géopolitiques, il y a des problèmes religieux, il y a des problèmes sunnites, il y a des problèmes chiites, etc. Et il y a, au-delà de ces deux problèmes, le problème fondamental, enfin un des problèmes fondamentaux, le conflit palestino-israélien. Tout cela fait que ce qui, en guillemets, pourrait être un printemps arabe digeste, entrer dans un milieu totalement complexe, prend des allures que personne ne peut gérer. Et c'est en cela que la Syrie demeure le point de fixation. Ce n'est pas demain, ce n'est pas parce qu'Alep va tomber que le problème de la Syrie sera résolu. Mon point ici, c'est l'information. La communauté internationale en a eu empiré à profusion concernant la Syrie. La Syrie est devenue une réalité à deux niveaux. Elle est devenue une réalité quand il y a eu le phénomène de migration. Une réalité que nous ne pouvons pas, en tout cas que l'Europe ne peut pas gérer uniquement en disant « je reçois les réfugiés ». Non. C'est à gérer en Syrie, c'est à partir de l'origine. C'est le premier phénomène qui nous a interpellés. Le deuxième phénomène qui a interpellé, c'est Daesh. Parce que s'il n'y a pas eu Daesh, qui directement et malheureusement est sorti des confins, je dirais, moyen-orientaux, et a commencé à frapper par
des ressortissants plus européens, l'Europe, la Syrie resterait toujours dans les marges du flux migratoire. Nous avons deux phénomènes aujourd'hui qui interpellent quotidiennement, sans oublier le côté humain, le côté humanitaire pur et dur. Pur et dur dans la mesure où les images, personne ne peut dire qu'il ne voit pas ce qui se passe. Mais ce qui est grave, et je continue de dire que c'est grave, c'est que nous ne sommes pas suffisamment émus pour faire bouger les États. Et vous êtes tous au courant que avant-hier, il y a 3 jours, les principales capitales occidentales ont lancé un communiqué en disant faisons quelque chose, mais que le lendemain, l'Assemblée générale, par une large majorité, a voté une déclaration pour la Syrie, pour l'arrêt. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Union soviétique déclare j'arrête. Et le lendemain, reprend. Ça veut dire qu'il n'y a plus, de limite. Il n'y a plus de limite à l'horreur. Et pire, quand on ferme les yeux, on se dit, imaginons qu'un jour ils arrêtent. Vers qui vont-ils tendre la main pour rebâtir la Syrie? Imaginons un jour qu'ils arrêtent. Vers qui vont-ils tendre la main pour bâtir la Syrie? On n'a pas l'histoire récente, et en particulier depuis la fin de la guerre froide, on n'a pas encore vu l'Union, disons la Russie, sortir un OPEC pour participer à la réhabilitation ou à la reconstruction du pays. Donc, imaginons la fin de la guerre en Syrie, imaginons un instant qu'il faudrait reconstruire la Syrie. Qui va reconstruire la Syrie? Et aujourd'hui, les donateurs potentiels n'ont pas le droit à la parole. Ils n'ont pas le droit de dire arrêtez. Ça suffit. On ne les écoute pas. Mais dans 1 an, en fait, souhaitons que ce soit le plus tôt possible, dans 1 an, on va organiser une table ronde de reconstruction de la Syrie. Qui va venir? C'est vous, c'est nous tous. D'accord pour dire que ça peut paraître choquant qu'à Paris, on ait manifesté contre l'élection d'un président américain, alors qu'effectivement, depuis des mois, la question de ce qui se passe à Alep ou en Syrie en général ne donne pas lieu à tel phénomène. Mais l'information, elle existe. Elle est même de plus en plus présente par Internet, par les chaînes d'information quotidiennes. Regardez, je ne sais pas, pour les ITV, BFM TV, vous aurez tous les jours un rapport complet sur ce qui se passe en termes de conflit. Jusqu'aux échanges entre les différentes forces en présence, qu'elles soient russes, américaines, etc. Mais l'information, on y accède. Après, quand on dit qu'on ne comprend pas ce qui se passe en Syrie, effectivement, je suis d'accord, la vision qui est donnée du contexte et du conflit dans les médias est caricaturale. C'est pareil pour la Centrafrique, pour le Sud-Soudan et pour bon nombre de conflits. Mais je tiens à dire que les acteurs de la prévention, de l'assistance, témoignent, parlent, que ce soit les ONG qui font ce travail d'information de plaidoyer, les agences de l'ONU également, qui diffusent des rapports et aussi qui font ce travail de plaidoyer. Le CICR, c'est un petit peu différent, il y a ce côté confidentiel, mais c'est pas pour autant qu'il y a un effet. Mais le boulot est fait. Maintenant, nous ne sommes pas, nous, les acteurs de la prévention et de l'assistance, responsables de la caricature qui est faite par les médias, et malgré tout, du manque d'émotion que tous nous pouvons malheureusement démontrer face à de telles souffrances humaines. Est-ce que c'est l'habitude? Est-ce que c'est autre chose? Bonne question. Néanmoins, que les caricatures sont présentes, d'accord. Maintenant, que l'information ne soit pas forcément disponible, moins d'accord. Encore faut-il avoir de l'intérêt pour ces choses-là. Et c'est mieux si l'intérêt est accompagné de lectures précises, mais c'est pas quelque chose, du moins je pense, qu'on puisse reprocher aux personnes qui tentent de prévenir ou qui tentent de répondre lorsque les personnes politiques. Je peux revenir sur cette énorme question de notre insensibilité grandissante, parce que je pense que c'est un fait.
de l'incompréhension que les étudiants ou les gens vont aussi exprimer, et la défaillance de l'éducation. J'ai aussi été très intéressée à dire la crainte et la peur sont importants. Je trouve qu'on revoit quand même très bien tout ce qui, je suis anthropologue, je vous le dis honnêtement, qui se joue aussi dans l'éducation. Si dans l'éducation, vous ne prévoyez pas, si vous ne voyez pas l'avenir, si vous menacez avec une punition et cette punition ne se fait pas, votre adolescent va continuer et va devenir pire. Vous voyez un tout petit peu à ce micro-niveau ce que nous voyons aussi dans cette gestion des relations nationales et internationales. Pour ce qui est de la défaillance de l'éducation, je dirais que de plus en plus, on insiste sur les compétences et les aptitudes. Mais on les applique à quoi? On les applique à quoi? Combien de fois j'ai entendu des jeunes dans une réception dire « Oui, je vais faire une business school ». Je dis « Et à quoi est-ce que tu vas l'appliquer ?»« Ah, je ne sais pas. » Mais n'oublions pas que les nazis étaient les premiers à développer cette aptitude, cette efficience à tout prix et à toute épreuve, sans se soucier de quoi on l'appliquait. Ils avaient même développé tout un vocabulaire pour le camoufler. Donc je trouve que c'est très important qu'on remet un peu dans les curricula des écoles aussi l'histoire, la compréhension de ce qui se passe dans le monde. Puis les parents éduquent de plus en plus à être forts, être capables de rester, de venir, de réussir, d'être plus fort que les autres, au moins de tenir, d'avoir une belle position. Et l'éveil de la conscience, le travail constant et permanent de la conscience, de savoir discerner entre le bien et le mal, à titre personnel, communautaire et international, on ne le fait plus. Alors qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce que les jeunes trouvent les outils pour interpréter, pour travailler, pour faire quelque chose? C'est pas possible. Alors ils entrent peut-être dans les Nations Unies, ils vont apprendre un peu plus sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais finalement, il y a le fondement dans le quotidien. Parfois ça manque. Je trouve que c'est ça, des défaillances graves sur lesquelles on doit travailler. Et je vois ça dans le monde entier, parce que nous venons de rentrer de l'Asie, nous voyons exactement la même situation. Les jeunes ne sont plus éduqués au bien et au mal. C'était autrefois dans la tradition bouddhiste, ou dans la tradition, qu'importe. Mais non, c'est juste le matérialisme. C'est acheter, avoir l'argent, c'est tout ce qui compte. Et je pense que ça, Subaruga, à un certain moment, écrit dans le Temps, donc le journal suisse, qui s'inquiète énormément sur ces jeux qu'on fait, donc les jeux vidéo, qui deviennent de plus en plus violents, où des jeunes peuvent apprendre à tuer une vieille femme dans son fauteuil roulant, ou de jeter un bébé dans les trucs vraiment invraisemblables. C'est même limiter la guerre, c'est vraiment casser tout ce que nous avons mis des siècles et des siècles de développer, d'attitude, d'être social, de voir l'autre comme son prochain, même s'il ne nous charme pas à premier abord, d'avoir respect pour l'autre parce que c'est un être humain, tout ça, ça se perd. Et je pense que c'est très grave et on doit vraiment, on n'a pas du temps à perdre. Concernant cette insensibilité, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'elle est un petit peu renforcée par les problèmes structurels du système onusien? J'entends par là que, par exemple, si on prend l'exemple de la Palestine et d'Israël, il y a quand même énormément de membres de la société civile qui ont manifesté, qui ont fait des actions en Europe et en Occident, on va dire, concernant ce problème-là. Et à côté de ça, on remarque qu'à l'ONU, on ne voit pas grand-chose de concret qui est fait, ce genre de problème. Quand on prend la situation actuelle du Burundi, on a quand même beaucoup de médias qui nous informent sur les problèmes du Burundi, ce génocide sous-latent, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Et à côté de ça, on nous apprend que, quand on s'y intéresse un petit peu, on voit certains médias qui nous diffusent des rapports de l'ONU où l'ONU dit clairement qu'elle ne sait pas ce qu'elle va faire au Burundi et ce qu'elle pourrait faire au Burundi. Donc est-ce que toute cette insensibilité, elle n'est pas renforcée par ces problèmes structurels onusiens, cette petite idée guerre au Conseil de sécurité entre la Russie et la Chine à propos de la Syrie, ce genre de choses, qui fait que nous, derrière société civile, on est un petit peu perdu vis-à-vis de tout ça, et on ne sait pas trop comment manifester notre sensibilité. Merci. Ça m'intéresse, est-ce qu'il y a des moyens de créer des acteurs intérieurs pour empêcher, parce que tout
ce que vous avez parlé des acteurs, ils sont de bas vers le haut, ou up-down. Est-ce qu'il y a des moyens d'écrire des acteurs locaux pour empêcher ce genre de crise? Bonjour, moi j'ai une question. Je viens du Burundi en fait. Vous parlez qu'il y a un génocide d'alerte, donc je voudrais savoir c'est le génocide contre qui et quelles sont les mesures de prévention du côté de la communauté internationale. Je vous remercie. Vis-à-vis du système des Nations Unies, c'est vrai. Il y a tant de crises, et l'exemple que vous avez choisi en parlant de la crise palestino-israélienne, je crois que c'est presque un demi-siècle maintenant que cela dure et qu'il n'y a pas de solution. On peut aller plus loin, n'est-ce pas, et citer d'autres exemples. Le manque de confiance dans le système devrait en principe conduire les acteurs, et Dieu merci, il y a un nouveau secrétaire général, je ne suis pas ici pour faire son apologie, pas du tout, mais il y a un nouveau secrétaire général en qui on peut croire et en qui nous avons placé tous beaucoup d'attentes et d'espoir. Est-ce que un système qui a été mis sur pied depuis 70 ans, 70 ans que ce système a été mis sur pied, est-ce que c'est ce système qu'il faut poursuivre? Il y a eu des tentatives énormes pour réformer le Conseil de sécurité, au moins depuis 10 ans. Et ces tentatives ne marchent pas et ne marcheront pas tant que ceux qui sont en charge du Conseil de sécurité et qui avaient une certaine importance il y a 70 ans, tant que ces entités-là ou ces États ne sont pas prêts à revenir à leur proportion ou à la proportion que la nature des choses, 70 ans après, leur accorde. Donc, ce manque de confiance se retrouve au sommet du système des Nations Unies et se retrouve en particulier au niveau du Conseil de sécurité. Cette réforme est indispensable. Si on ne peut pas réformer du jour au lendemain, qu'on procède au moins par étapes. Et c'est une réalité aujourd'hui. Procéder par étapes veut dire que quand cela touche, entre guillemets, des problèmes humanitaires, que l'on ne parle pas de veto. C'est-à-dire quand on voit des hommes mourir et qu'on ne peut pas leur donner l'assistance nécessaire, qu'on ne nous parle pas de veto. Et je pense que ce genre de petits pas, si mis en œuvre, pourrait déjà constituer la voie vers une réforme en profondeur. Le deuxième point sur lequel je voudrais réagir, et je m'arrête, c'est quand on parlait des acteurs de base dans les pays. En fait, dans le cadre de la prévention, le meilleur outil demeure la bonne, on le dit de plus en plus, la bonne gouvernance. C'est-à-dire quand des communautés, des sociétés sont ensemble, sont appelées à vivre ensemble, il faut un minimum d'état de droit. C'est-à-dire que des institutions fonctionnent et que ceux qui sont appelés à diriger les institutions ou à les traduire dans les réalités soient au niveau de la tête et dans les actes, éduqués, formés pour permettre que les faiblesses des uns soient compensées par les forces institutionnelles et que les forces de certains soient compensées également par des jeux d'équilibre. Sans des réformes institutionnelles dans la plupart de ces pays. Et ce qui se passe aujourd'hui au Burundi l'indique. Il y a une constitution. Du jour au lendemain, un président décide de ne pas respecter la constitution. Et le jeu est faussé. C'est aussi simple que cela. Tout est parti de là. Vous l'avez au Burundi, vous l'avez en République démocratique du Congo. Vous l'avez eu comment ça s'appelle, au Congo, le petit Congo, le Congo-Brazzaville, pour ne pas faire le Congo-Brazzaville, on a laissé passer. Au Tchad, on a laissé passer. Au Rwanda, on a laissé passer. Et
c'est pour cela qu'il faut un minimum d'équité. Quand on applique une règle et qu'on dit cette règle-là vient de votre propre constitution, vous ne pouvez pas du jour au lendemain, parce que vous voulez rester plus longtemps, décider de modifier, et tout le monde dit très bien. Vous ne devez pas modifier, et au fur et à mesure les jours approchent, on cède. Parce que le président a réussi à modifier, donc on n'a pas trouvé les mécanismes nécessaires pour réajuster ou corriger le tir. Non. Quand vous parlez d'acteurs à la base, les acteurs, c'est au niveau des pays concernés. Il ne faut pas s'attendre que l'extérieur vienne vous corriger quelque chose que vous n'avez pas réussi à corriger. Par contre, si en tant qu'État, vous devenez vous-même acteur d'un crime de masse, il faudrait que vous sachiez ce qui vous attend à la fin. Qu'il y ait des pressions, qu'il y ait la médiation, qu'il y ait des moyens pour vous faire arrêter ce processus, oui. Mais si au bout du rouleau, vous commettez ce crime de masse ou ce génocide, il faut être clair, il faut maintenir ce principe. Vous devez répondre. Si ce n'est pas dans votre pays,